Agriculture et qualité de l'air, du constat aux actions. Démarrer donc la deuxième séquence donc avec Monsieur Jean-François Husson. Bonjour, merci de votre présence. Donc le Sénat a lancé l'année dernière une commission d'enquête ayant pour thème pollution de l'air, le coût de l'inaction, dont vous étiez le président. Alors ce titre traduit l'inquiétude quand même des pouvoirs publics sur cette question. Et est-ce que vous pouvez nous donner les enseignements de cette commission d'enquête et parce que la conclusion, si j'ai bien retenu, c'est que les conséquences de la pollution de l'air extérieur sont largement sous-estimées. La problématique de l'air, c'est qu'elle est dans, comment dirais-je, dans le facteur polluant, il est multifactoriel. Et puis, il varie dans le temps et selon les territoires. Si vous avez bien regardé, en gros, il y a 4 grandes familles, je dirais, qui concourent à la pollution. C'est le secteur industriel, le secteur des transports, ce qu'on appelle le résidentiel tertiaire. En gros, l'habitat, c'est quand même, sur la pollution atmosphérique, c'est le premier facteur de pollution. Et enfin, l'agriculture. On estime que le coût économique et financier, il est de l'ordre, alors on va dire aujourd'hui, de 70 à 100 milliards d'euros par an en France. Je vois et j'entends, parce que j'en suis encore concerné d'assez près à titre personnel, les difficultés du monde agricole. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut nier des réalités, même quand elles sont difficiles à intégrer. La meilleure solution qu'on a pu apporter, ça a été par les visites de terrain, où on a pu montrer à la commission d'enquête des réponses qui aujourd'hui se mettaient en œuvre concrètement. Ben, je vais vous dire que dans le rapport, ça change tout. Et je crois qu'on peut, sans rien renier, chercher des voies de solutions nouvelles, plus progressives, en tous les cas moins radicales, mais qui consistent bien, moi je peux le redire, à partir d'un diagnostic qui est aujourd'hui préoccupant. Juste pour un seul mot, moi je me souviens avoir entendu un médecin, je veux dire comme ça, je ne sais pas s'il était, je ne me souviens plus s'il était professeur, mais qui disait, si je regarde aujourd'hui la tendance sur les affections pulmonaires des enfants, bronchite, asthme, etc., à la vitesse où ça va, en 2050, je considère qu'une personne sur 2 aurait une affection pulmonaire ou asthmatique. C'est considérable. Voilà. Je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas entendu. Au moins au départ, partir sur la volonté d'avoir un constat partagé et de travailler à une amélioration. Et puis, pour que ça fonctionne, vous comprenez bien, il faut donc trouver un accord sur les objectifs. Parce que... Oui. Alors, est-ce que vous partagez la position dressée déjà par le Sénat, d'une part? Sur le constat, on va dire qu'il y a des points sur lesquels on est d'accord et il y a d'autres que j'aimerais mettre en exergue. Le premier, c'est FNA s'intéresse à la qualité de l'air, parce que vous savez, c'est un vrai problème sanitaire. Aujourd'hui, le rapport de l'OMS qui est sorti mardi dernier pointe 8 millions de décès indirects dus à la qualité de l'air dans le monde. En Europe, c'est à peu près 400 000 personnes et en France, c'est 45 000 personnes. Donc c'est un vrai problème sanitaire et l'état des lieux de la participation du monde du secteur agricole montre bien que c'est important que le secteur agricole, comme les autres secteurs, fasse des efforts pour diminuer sa pollution. Derrière, j'ai trouvé qu'on n'avait pas beaucoup, on a parlé d'ozone, mais on n'a pas beaucoup parlé du méthane. Le méthane qui est un précurseur de l'ozone et qui est entre autres émis par l'agriculture à 50% aujourd'hui en France. Et je sais que c'est une discussion qui est souvent problématique avec le milieu agricole de discuter des émissions de méthane, mais je pense que c'est important d'en discuter et comme l'a dit monsieur le sénateur, c'est important d'avoir un constat partagé. Et depuis ce constat partagé, derrière on peut mettre en place des objectifs. Ouais. Enfin, les agriculteurs se sentent pas forcément concernés. Je pense que là on a une réponse qui est assez claire, c'est la médiatisation des pics de pollution de l'air se fait quand les pics de pollution ont lieu à Paris. Je pense que la pollution de l'air, faire le lien entre le milieu agricole et la pollution de l'air à Paris, c'est... Nous, on doit le faire, mais c'est pas quelque chose de très simple. Moi-même, je regarde l'année dernière le pic de pollution de Mars.
les chiffres étaient d'à peu près entre 50 et 60% des particules fines qui étaient d'origine agricole. Donc on voit très bien qu'il y a une impact forte, on sait que ça revient chaque année, et donc on a ce constat partagé, et maintenant il est peut-être temps de mettre en place des instances de concertation pour mettre en place un vrai plan d'action pour éviter ce pic de pollution qu'on a chaque année, et qu'on va avoir chaque année, et si on ne fait rien, on l'aura chaque fois. Oui. Mais il y a de nombreux leviers, et ce qui est bien aussi, c'est que les leviers pour la qualité de l'air sont aussi souvent des leviers pour la qualité de l'eau, et qui sont aussi des leviers pour le climat, donc il y a des vrais leviers vraiment intéressants. Et l'autre point aussi que je voudrais remarquer, c'est qu'on a parlé de tout cet azote qui s'envole, et tout cet azote qui s'envole, c'est de l'azote payé par les agriculteurs qui ne va pas dans les plantes. Et donc c'est des vraies économies qu'on peut faire. Il y a des études de l'INRA qui ont montré qu'il y a des vrais leviers qui permettent de gagner de l'argent dans le milieu agricole. Et je pense que ça, c'est vraiment important de les mettre vraiment en avant. Vasseur, comment la PCA peut s'impliquer sur ce dossier-là? Comment elle s'implique d'ailleurs? L'objectif pour nous était de sensibiliser à l'utilisation des phytos. Et donc de prendre des précautions. C'est une alerte sur la santé. Eh bien écoutez, vous faites plusieurs pas en avant et plus rapidement, puisque si l'utilisateur se dit ça peut poser de problème si je ne prends pas les précautions, ça veut dire qu'il prend les précautions pour lui, et en prenant les précautions pour lui, il prend les précautions pour les autres. Il y a une prise de conscience. C'est différent. Quand on est sur l'ammoniac, et c'est pour ça que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le conseil, ou la démarche qu'on peut vulgariser, qu'on vulgarise depuis des décennies, c'est que quand on amène effectivement de l'azote pour les plantes, il faut que l'azote aille effectivement au niveau des plantes et qu'elle soit utile par la plante. Ça, c'est l'approche économique. Mais cette approche... Par le conseil. Oui, au quotidien, sur les lisiers et les fumiers, on est dans la même démarche. Et c'est effectivement, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, c'est enfouir le plus rapidement possible. Et quand on est dans une démarche économique beaucoup plus crédible, beaucoup plus fiable. Ça, les agriculteurs l'entendent relativement facilement. Département, donc vous vous êtes mobilisé très tôt autour de cette problématique de la pollution de l'air. Alors pourquoi déjà? Et puis comment? C'est au-delà de mon département, c'est en région Lorraine. En 2013, on a organisé notre premier colloque sur agriculture et qualité de l'air, prenons les devants, c'était le slogan, prenons les devants, et on a décliné ça après parce qu'on a mis en place à la suite de ce colloque, on a mis en place un groupe d'experts techniques pour pouvoir dégager justement des axes de travail. On a entrepris tout au long de l'année 2015 un certain nombre d'actions pédagogiques. On a des fiches, on a édité quelques fiches sur le compostage, sur le carbone, sur aussi une fiche qui s'appelle Agriculture et qualité de l'air, les solutions, sur l'alternative pour l'exploitation pour les cultures élevage. Donc je vais vous citer un petit peu quelques exemples concrets qu'on a balisés dans notre panel de solutions, je dirais, qui s'articulent autour de trois branches de l'exploitation polyculture élevage. D'abord les cultures, donc diminuer la consommation d'énergie sur le travail du sol, à la fois réduire les émissions de particules en diminuant le travail du sol, donc le non-labour en fait partie. C'est limiter l'érosion par la couverture des sols, dans le volet aussi culture, mais qui est lié à l'élevage, l'optimisation et la valorisation de la fertilisation. Alors fertilisation, aussi avoir une optimisation dans le rationnement des animaux, et c'est aussi en lien avec la culture, c'est entre autres favoriser les systèmes herbes légumineuses dans la ration de base des animaux, parce que ça limite aussi notamment le méthane, même si le méthane, tout le monde comprend bien qu'on ne va pas pouvoir le supprimer. Sinon on supprime l'élevage, donc c'est un peu problématique. Peut-être Monsieur Doriot, oui. Vous hochiez de la tête, oui, allez-y, puis après... Je fais le même constat dans les leviers et les solutions, c'est celle qu'on voit. Ce qui est bien, c'est que nous, on les englobe dans ce qu'on appelle l'agroécologie. Et la base pour émettre moins de polluants, c'est peut-être de commencer par réduire la quantité d'intrants en fait, qu'on fait rentrer dans les exploitations, vers des exploitations plus autonomes, qui seraient beaucoup plus résilientes. Et je pense que celle que nous, on veut plus pousser en avant, c'est une plus grande diversification des cultures, des rotations plus longues pour économiser tout ce qui est intrants et surtout phytosanitaire. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les pesticides, c'est quand même un problème qu'on voit
qui est très vieux et qui, là, en ce moment, dans les médias, a vraiment un écho dans les médias. Quand on regarde les chiffres sont pas bons, hein. On est en 9% d'augmentation d'usage. Il faut travailler dessus, il y a un plan éco-phyto, il faut travailler ensemble dessus pour trouver des solutions pour réduire les phytos. Vous êtes prêt à travailler évidemment, on est prêt, exact, bien sûr, on est prêt à travailler avec l'agriculture et de toute façon on ne peut pas travailler sans l'agriculture. Donc je voulais rajouter un mot parce que il y a un fil directeur en fait de la quasi-totalité des auditions auxquelles on a procédé, où les différents acteurs nous disaient la meilleure solution, la seule solution, la moins mauvaise solution pour traiter de la qualité de l'air et faire des progrès, c'est la réglementation. Plus de 90%. Donc dans une France qui est un petit peu à bout sur les normes, etc. Mais à peu près tous les acteurs nous ont dit ça. La réglementation, ça se traduit par des arrêtés ou des arrêtés, des normes, des niveaux de polluants, des contrôles, voilà, toujours très appréciés. On en demande aussi, hein, il y a la prévention du contrôle. Quand tout est équilibré, c'est plus simple. Voilà, et c'est vraiment là-dessus que je veux insister parce que quand on nous demande beaucoup de réglementation, je préfère, moi, ceux qui trouvent par eux-mêmes, en prenant l'initiative, des solutions. Et ça n'est pas antinomique, hein. C'est simplement la réponse est meilleure. Juste pour... Monsieur Henriot, quand on a discuté ensemble, vous m'avez dit qu'il faut arrêter la réglementation en silo et qu'il faut trouver de la cohérence dans les politiques publiques. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Oui, opposé à l'approche en silo, c'est d'avoir une approche horizontale. C'est pour ça que j'ai cité volontairement l'exploitation agricole, polyculture, élevage, parce qu'un agriculteur, quand il a dans son activité quotidienne une bonne pratique agricole, eh bien, il est obligé de tenir compte de la directive nitrate, de la qualité de l'air, évidemment, de la directive et tout l'environnement réglementaire autour des phytosanitaires, et j'en passe et des meilleurs, le bien-être animal, et donc il a une vision obligatoirement synoptique de son environnement pour pouvoir exercer son métier. Donc il ne faut pas qu'à un moment donné, on empile les réglementations, et notamment sur la qualité de l'air, et qu'on arrive à un moment donné où, compte tenu des restrictions sur les périodes d'épandage des effluents en zone vulnérable, compte tenu des critères d'élevage en matière d'installation classée et de bien-être animal, finalement on ne puisse plus agir en tant que levier de bonne pratique agricole parce qu'on est prisonnier d'une réglementation qui nous empêche finalement d'avoir des leviers, mais des leviers qui agglomèrent quelque part une gestion de toutes les problématiques, ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la qualité de l'eau. Tout en essayant d'être économiquement rentable. Tout en essayant. Merci beaucoup. Alors on va descendre sur le terrain. Vous allez vous présenter et puis présenter votre exploitation et nous dire voilà, comment cette problématique est prise sur votre exploitation. Tous, donc Lucas Letin, agriculteur, polyculteur à Rambouillet, dans les Yvelines, donc pas loin d'ici. Je suis à la Chambre d'agriculture d'Île-de-France et je m'occupe, je ne suis pas totalement un agriculteur lambda vu que je suis responsable des questions environnementales. Donc l'affaire d'exploitation, hein, c'est une exploitation céréalière classique, du blé, du colza, des betteraves, des fécoles, enfin bon, il n'y a pas d'animaux. Et je suis tout seul sur mon exploitation qui fait 200 hectares. La chose qui, je pense, est intéressante pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est problématique air. Elle est super récente, hein, on en parle, même si des régions ont pris le devant, elle est sur l'actualité depuis un an ou deux. Évidemment, en Île-de-France, on en parle plus qu'ailleurs. Et elle est totalement différente des problématiques que nous, en agriculture, on avait pu aborder jusqu'à maintenant. Depuis 10 ans, nous, on bossait essentiellement sur l'eau, la qualité de l'eau. Et c'est très différent parce que la qualité de l'eau, donc des captages, vous définissez d'une façon plus ou moins scientifique une aire d'alimentation du captage. Ça vous désigne une quinzaine, une vingtaine d'agriculteurs, et après vous bossez sur cela. D'accord? Puis vous faites un saut de puce et puis vous allez au captage suivant et tout. Bon, ça on sait faire, on y travaille actuellement. L'air c'est totalement différent.
Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et ce que vous ont pas dit les techniciens, c'est que autant les NOx, enfin les oxydes d'azote, ils sont très statiques, ils tombent sur place, autant l'ammoniac et le nitrate d'ammonium est très mobile. Ça nécessite déjà deux choses, c'est autant on peut régler l'eau d'une manière locale, autant l'air, il va falloir le régler, même pas nationalement, il va falloir le régler d'un point de vue européen, évidemment. La deuxième chose, c'est, bon, quand même, tout ce qu'on a fait sur l'eau, vous êtes aperçu ce matin que c'est quand même un peu ce qu'on trouve sur l'air. Oui. C'est-à-dire que les deux grands facteurs, c'est l'azote et les phytos, quoi. Et sur l'eau, hein, vous saviez que c'est également ça. Bon. Et donc, pour l'instant, on s'est aperçu aussi, en travaillant un peu la question, que quand on fait bien sur l'air, sur les phytos et sur l'azote, dans l'objectif de l'amélioration de la qualité des eaux, il se trouve que ça améliore aussi la qualité de l'air. Bon, il y a quand même des petits points de différence, mais quand même c'est intéressant de voir que tous les efforts qu'on a pu faire sur l'eau, et je vous rappelle qu'en termes de nitrate, on est plutôt sur la bonne voie en termes d'amélioration de la qualité de l'eau. Donc ça veut dire que les méthodes qu'on utilise, elles sont quand même bonnes. À partir de la qualité de l'air, on doit pouvoir faire à peu près la même chose. Bon, même si c'est plus compliqué, parce que bon, personne n'est concerné, tout le monde l'est, quoi. Bon. On peut peut-être voir avec vous, au niveau de la région Île-de-France, quelle sensibilité ont les agriculteurs sur cette problématique? Et puis ensuite, comment vous agissez? Tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire intégrer cette nouvelle problématique dans l'exploitation globale. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on a beaucoup parlé des contraintes réglementaires ce matin qui sont parfois cohérentes et heureusement, mais parfois un peu contradictoires. Et puis il y a tous les autres aspects, il y a l'aspect économique, parce que l'exploitation agricole c'est avant tout une entité économique. Il y a les aspects sociaux, il y a des questions d'organisation de chantier, d'organisation du travail qui ne sont pas évidentes aussi à mettre en place. Qu'on a 2, 3 ou 4 jours pour intervenir entre le stade de la plante, le ravageur, les conditions de météo, la réglementation, et là, c'est pas toujours... Et la recherche de protéines. Voilà, c'est pas toujours évident. Donc il faut qu'on arrive à composer avec tout ça, et le rôle un peu du conseiller, ça va être d'aider l'agriculteur à mettre en place toutes les places du puzzle pour lui donner toutes les clés pour intervenir judicieusement au bon moment. Et ce bon moment, il est à la fois, comme je disais, économique, environnemental, réglementaire, organisation du travail. Donc c'est quand même relativement complexe. Donc heureusement. Effectivement, quand on regarde parmi l'ensemble des préconisations amélioration de la qualité de l'air, quasiment tout est commun avec amélioration de la qualité de l'eau. Oui. Enfin, il y a quand même des mesures spécifiques. En azote, il faut retenir, si vous avez une chose à retenir, en azote minéral, parce qu'organique c'est quand même un peu compliqué, il faut éviter de stocker de l'azote dans le sol. Donc en gros, vous avez compris, il faut biberonner la plante au fur et à mesure de ses besoins. Comme ça, vous êtes sûr. Je crois qu'on ne l'a pas encore dit, effectivement. Hein, si vous êtes sûr, si vous apportez au plus près de ses besoins, d'accord, il n'y a pas de stock dans le sol. Et du coup, s'il pleut, ça ne va pas dans la nappe. Et s'il y a des conditions favorables, ça ne se barre pas en NH4. Sans parler d'air, c'est évident pour les agriculteurs, vous avez entendu parler de ça, ça traite de plus en plus la nuit parce qu'il y a de l'hygrométrie, parce que les stomates sont ouverts, des feuilles et tout ça, et donc là on arrive à des efficacités 2 ou 3 fois supérieures à dans le temps où on traitait en plein soleil l'après-midi, où le produit il n'arrivait même pas sur la feuille, qu'il était déjà parti, décomposé et tout. Donc là je pense qu'on s'améliore dans la qualité de l'épandage, de la pulvérisation, parce que ça nous intéresse. Et l'absence de... Juste une chose, on a des pics de pollution chaque année, donc aujourd'hui, est-ce que quelle est la marge de progrès de ces bonnes pratiques aujourd'hui encore? Ce qu'il faut, c'est, par exemple, depuis 15 jours, on a vent du Nord et il fait sec. Moi, autour de chez moi, il n'y a pas de dépanneur d'engrais. Les gens savent que ça ne sert à rien d'en mettre parce que de toute façon, la plante n'en a pas besoin et ça ne fera pas effet. Par contre, intérêt à bien bosser, ça bosse quand même pas mal dans les campagnes.
c'est pas la peine d'en rajouter. Hein. Merci à tous de votre collaboration, de vos questions et bonne journée. Merci. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.